sur les premiers sujets, sur les modèles de corrélation. Écoutez bien ce que je dis et notez-le parce que après vous allez peut-être vous retrouver avec ce sujet-là, même si vous intéresse moins actuellement. Donc sur les sujets, sur les corrélations, quel est l'objectif? L'objectif, c'est de présenter en détail à la classe la famille de corrélations que vous aurez. Ça veut dire montrer la définition, les propriétés principales. On va voir dans la suite du cours les mesures de corrélation, en particulier le taux de Kendall, les coefficients de corrélation des extrêmes. Donc il va falloir dire, voilà la formule pour la densité, voilà la formule pour le taux de Kendall, voilà la formule pour les corrélations des extrêmes, et bien sûr expliquer d'où provient cette copule, non seulement comment elle est définie mathématiquement, mais aussi d'où provient sa définition, quelle est l'idée derrière qui a présidé à sa création. Et ensuite, il faut qu'il y ait une partie simulation où vous allez montrer quelques jeux de données simulés avec les différents paramètres pour montrer l'impact des paramètres. Et puis, parler un petit peu de l'estimation, comment est-ce qu'on fait l'estimation des paramètres. Et ensuite, il va falloir essayer de faire un petit cas pratique ou de parler des applications sur des données réelles ou des données simulées. Pas forcément dans le secteur de l'assurance finance s'il n'y a pas de données disponibles, mais c'est mieux évidemment si c'est dans des données qui se rapportent de près ou de loin à l'assurance finance. Pour certains risques, on peut avoir des risques climatiques ou des variables climatiques qui vont jouer sur certains risques d'assurance non-vie. Donc vous pouvez très bien aussi utiliser ces bases de données libres sur des variables climatiques si vous ne trouvez pas de base de données d'assurance non-vie. Ok. Ensuite, le sujet numéro 8. C'est un sujet où il va falloir faire principalement des études de cas, puisqu'on aura fait la théorie dans l'une des prochaines séances du cours, et donc il faudra faire des simulations dans différents modèles avec un certain nombre de risques, entre 2 et 5 risques, pas se limiter à 2 risques, mais faire aussi avec plus de risques, et puis montrer ce qui se passe quand on agrège les risques. En particulier, vous avez eu un premier exemple tout à l'heure. Vous avez vu l'impact de la corrélation sur les gains potentiels des élèves malheureux de la colonne 2. Grosso modo, ils pouvaient gagner 0, 2, 4, 6, 8 ou 10 points bonus. Et eux, ils ont choisi une agrégation de risque corrélée à 100%. Donc ils ont fait x1 plus x1 plus x1 plus x1 plus x1. Ça a donné un histogramme pour la somme avec 20% de chance d'avoir 10 points et 40% de chance, pardon. Voilà, 40% de chance d'avoir 10 points et 60% de chance d'avoir 0 points. Et ils auraient très bien pu choisir une autre stratégie qui aurait été de choisir des variables indépendantes qui aurait été x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 mutuellement indépendantes avec, si on avait tiré 5 fois aléa dans Excel indépendamment. Et dans ce cas-là, eh bien, ils auraient eu une distribution qui aurait eu la même moyenne, mais on aurait eu une loi binomiale pour le nombre de succès. Donc, voilà, on aurait eu quelque chose. Probablement quelque chose de ça.
bah, voilà, vous voyez une distribution jaune qui est beaucoup plus recentrée autour de la moyenne, puisque en moyenne, d'ailleurs, c'est pas. Là, j'ai fait si c'était 50%, je me suis planté, mais c'est plutôt comme ça. Voilà. Et donc, voilà, au lieu d'avoir quelque chose qui est aux alentours de 4, eh bien, on se retrouve avec une distribution beaucoup plus extrême avec le risque. Donc, on voit que déjà avec cet exemple très basique où on somme des Bernoulli, on voit qu'on a des risques extrêmes assez différents. Donc on imagine si on prend des lois de Pareto, log normal ou autre, et qu'on regarde des values à risque à 99,5%, des telles barres à 99%, eh bien on se doute qu'on va avoir un impact de la corrélation sur le risque global. Donc il va s'agir de regarder pour simplifier d'abord la telle barre ou la barre de x1 plus x2, puis après éventuellement le faire en dimension 5 avec des lois log normales Pareto qui ressemblent aux lois qu'on utilise dans Solvabilité 2 pour comprendre un petit peu ce qui se passe en fonction des différents cas. Ensuite, on a les sujets 9 à 12. Qui portent sur l'allocation de capital économique. Donc, on a le sujet 9 qui va expliquer précisément les différentes méthodes d'allocation de capital économique et en particulier un zoom sur une propriété un petit peu complexe qui s'appelle la RORAC compatibilité, qui grosso modo vous dit que voilà, si vous avez une branche d'activité qui est plus rentable que les autres du point de vue de la rentabilité sur capital alloué, et bien si vous augmentez un peu le business pour cette branche-là, vous devriez améliorer la rentabilité sur capital du groupe. D'accord? Et donc, pour ça, il va falloir en particulier expliquer ça en détail et expliquer aussi ce que c'est que cet indicateur RORAC pour lequel vous pouvez avoir pas mal de méconnaissances. Et puis ensuite, 4 méthodes dans 3 exposés qu'il va s'agir de présenter, expliquer la démarche de la méthode et après montrer ses propriétés sur des exemples pratiques pour que les élèves puissent se l'approprier. Ok, voilà. Donc pour les 9 à 12, il y a un document qui est recommandé, c'est le mémoire de Sophie Décupert, page 70 et suivante, qui permet de traiter le sujet de manière appropriée. Ensuite, les sujets 13
à 16 sont des sujets sur la titrisation des risques d'assurance. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas du tout de titrisation des risques financiers dans ce cours. Vraiment limité à la titrisation des risques d'assurance. Et là, ce sont des exposés dans lesquels il ne va pas falloir avoir peur d'être très qualitatif, pour autant synthétique et critique, mais il va falloir en particulier décrire les mécanismes, la taille des marchés considérés, les périls considérés. Typiquement, si vous avez le sujet sur les 4 bombes monopérils, il va falloir expliquer ce que c'est qu'un ouragan, comment ça se forme. Il faut parler du tremblement de terre, comment ça se forme, etc. Pour expliquer ensuite comment le 4 bombes est construit. Et là, il va falloir prendre 3 exemples de produits qu'il va falloir décrire en détail. Alors, que ce soit pour les 4 bombes, pour la titrisation, pour l'agrégation des risques ou pour les corrélations, il y a une consigne impérative, c'est ne pas refaire ce qui a été fait en cours. C'est-à-dire que je ne veux pas voir dans l'exposé sur les copules gaussiennes ou sur les copules de Clayton, alors on va redire ce que c'est pendant 2 minutes qu'une fonction copule, c'est une fonction de 0,1 carré, machin, et puis etc., etc. Ça va pas. On a fait le cours avant, donc il faut vraiment se focaliser sur le sujet précis et on suppose que le cours a été vu en détail par tout. De la même manière, dans le sujet titrisation, eh bien, je vais faire une séance pleine de 4h30 sur la titrisation. Je vais en particulier expliquer les mécanismes généraux, par exemple la présence du Special Purpose Vehicle, une société dédiée qui est créée pour accueillir les risques de l'opération de titrisation. Je vais vous montrer un schéma avec différents trucs. Après, vous allez montrer le schéma spécifique aux 3 produits que vous allez montrer avec les vraies entreprises qui sont mêlées et les différents éléments qui vont décrire les flux qu'il va y avoir d'une de ces entreprises à l'autre. Mais vous n'allez pas redire les généralités sur la titrisation et sur le SPV au début de votre exposé. Il faut aller directement sur le sujet. Ensuite, 2 sujets 17 et 18 qui sont des sujets S2 ERM, c'est-à-dire que dans l'ERM, il y a la documentation et le reporting dans la dernière phase, et il est important que vous connaissiez les documents de base qu'une compagnie d'assurance doit avoir dans sa stratégie de gestion des risques. Et donc là, ce sont des sujets où il va falloir vous appuyer sur vos entreprises. Attention, la plupart de ces documents sont confidentiels. Donc, par contre, souvent, ce qui n'est pas confidentiel, c'est la structure du document qui est relativement comparable d'une entreprise à l'autre. Quand vous préparez l'exposé, veillez bien à faire valider auprès de votre N+1 ce que vous avez le droit de dire sur la structure, par exemple, du rapport ORSA. La structure du rapport ORSA, je pense que vous avez le droit de la donner, mais il faut quand même vérifier. Par contre, dire, voilà, pour mon entreprise, on s'est aperçu que tel stress test, ça coûtait 53 millions et que ça pourrait menacer l'insolvabilité, là, vous vous mettez en faute si jamais vous disclosez ça, si jamais vous aviez eu accès au rapport. Donc, bien respecter la confidentialité là-dedans. Et le deuxième sujet est plus facile puisque les rapports SFCR, je vous rappelle que vous pouvez les télécharger sur le site de tous les assureurs de l'Union européenne, ou si jamais ils ne sont pas sur leur site, ils ont l'obligation de vous l'envoyer par mail.
si jamais vous demandez sous 15 jours. Donc, vous pouvez récupérer les FCR et SFCR de nombreux assureurs, et je vous incite à le faire même si vous n'avez pas ce sujet-là, puisque ça vous permettra de voir comment c'est structuré et quels sont un petit peu les risques disclosés au public par les assureurs de l'Union européenne. Ensuite, 3 sujets sur l'impact du changement climatique au passif et à l'actif. Donc là, pour ces sujets-là, il y a des documents qui ont été faits par l'ACPR, puisque l'ACPR a fait passer un exercice pilote sur les risques climatiques en 2020 au marché. Il ne faut pas se limiter aux documents de l'ACPR et aux méthodes de l'ACPR, car vous verrez qu'elles sont assez embryonnaires. Elles sont basées sur des notes d'Eon Benfield de ces risques, mais il faut aller plus loin que ça, notamment dans la bibliographie. Et puis les 3 derniers sujets, 22 à 24, sont des sujets d'études de cas. On va voir dans la suite du cours comment mesurer les risques avec une cartographie des risques. Et vous allez devoir appliquer ça sur l'entreprise de votre choix et étudier à partir des objectifs stratégiques les 5 à 10 top risques, regardez 3 ou 4 actions de gestion de risque qu'on peut proposer pour les risques les plus importants, et puis faire une cartographie des risques nets par la suite. Et alors, les exposés ne sont pas tout à fait indépendants les uns des autres. Donc ça, il faut que vous notiez. Si vous avez par exemple les sujets 22, 23, 24, vous devez vous coordonner avec les autres de manière très limitée. Vous devez juste vérifier que vous n'avez pas la même entreprise. Donc là, c'est raisonnable comme coordination, mais c'est une coordination nécessaire. Si vous avez les sujets 1 à 6, alors vous devez aussi vous coordonner entre vous. D'abord, les sujets 1 et 2 doivent se coordonner entre eux, puisque les copules gaussiennes et de Studiant font partie de la même famille des copules elliptiques. Donc, ça serait idiot que les deux groupes passent 3 minutes chacun à raconter la même chose sur les copules elliptiques. Donc il faut que ça n'apparaisse que dans un groupe et un seul. Deuxièmement, c'est pareil, il faut essayer d'éviter les redites entre les groupes. La coordination la plus importante, elle est entre 3, 4, 5 et 6. Pourquoi? Parce que 4 et 5 sont des cas particuliers de 3. C'est-à-dire que dans la famille des copules archimédiennes, il y a des copules type Franck, type HRT, etc. Et il y a la copule de Clayton, la copule de Gumbel. Donc évidemment, ceux des copules archimédiennes doivent essayer de ne pas prendre trop d'exemples avec les copules de Clayton et de Gumbel, puisqu'elles vont être vues en détail après. Deuxièmement, ceux qui ont la copule de Clayton et la copule de Gumbel ne doivent pas passer 3 minutes ou 4 minutes à rappeler ce que c'est qu'une copule archimédienne, vu que ça ne sera pas fait dans mon cours avant les exposés, mais ça sera fait par l'exposé d'avant. Donc, il ne faut pas en parler, enfin, il faut juste rappeler éventuellement la formule et montrer comment qu'est-ce qui est spécifique chez vous. Et puis, le groupe 6, lui, c'est une généralisation des copules archimédiennes où on va faire des groupes et on va avoir des risques avec des corrélations qui vont être moins symétriques que dans les copules archimédiennes classiques. Donc là aussi, il faut une concertation entre ces différents groupes au niveau des exemples pour éviter d'avoir des choses trop reconfondues. OK? Et de la même manière, les groupes 10, 11 et 12, eh bien, ils vont devoir ne pas rappeler les définitions des différentes propriétés souhaitables des mesures d'allocation de capital économique,
puisque ça aura été fait en détail par le groupe d'avant, et que ça servira justement à pouvoir se concentrer sur chaque méthode d'allocation. Ok, tout le monde a compris tout ça? Ensuite, le temps d'exposé sera précisé une fois que j'aurai le timing précis. Mais a priori, le temps d'exposé, c'est à peu près 15 à 20 minutes au global. Chaque membre du groupe doit prendre la parole. Évitez le cas où il y a un membre du groupe qui fait le petit slide d'introduction, voilà, et où les autres couvrent tout le sujet. Mais vous n'êtes pas obligé de faire des temps de parole rigoureusement exacts. L'essentiel, c'est que chacun, chacune présente une partie du sujet. Okay. Je rappelle que vous êtes noté sur le fond et sur la forme. Il ne faudra pas surcharger les slides, il faut que les slides soient professionnels. Donc des slides professionnels, ils sont lisibles par tout le monde, y compris par des vieux de 55 ans qui ne peuvent pas lire les petits trucs. Donc du coup, il faut que vous vous adaptiez parce que je ne vous demande pas de rendre un fichier Word ou un PDF avec un espèce de mini-poly sur votre sujet, mais il faut quand même traiter le sujet de manière technique sans surcharger les slides. À la fin, il faut en plus 2 à 3 slides de bibliographie qui ne seront pas présentés, mais qui seront utiles pour vos camarades pour, si jamais ils ont besoin de travailler sur ce sujet, eh bien, ils pourront aller regarder ces documents principaux pour lesquels vous aurez déblayé le terrain. Donc, je le redirai quand ça sera plus concret, mais les slides de bibliographie, il faut à la fois l'item de bibliographie classique et en plus, il faut un lien HTML cliquable pour que vos camarades puissent cliquer directement et choper le document. Et en plus, il faudra 2-3 lignes en dessous de chaque item de bibliographie pour dire de quoi il s'agit. Par exemple, le mémoire de Sophie Décupert, vous mettez le titre, Sophie Décupert, mémoire NSAE de je ne sais plus combien. Ensuite, vous mettez le lien cliquable pour le récupérer sur le site Frédéric Blanchet, ressourcesactuarielles.net, ou sur le site de l'Institut des acteurs s'il est activé, je ne sais pas encore. Et après, vous mettez, il s'agit d'un mémoire sur l'agrégation des risques et l'allocation capital économique. Voilà. Ensuite, vous avez un article de Dirk Tacheux, qui est un chercheur allemand qui a travaillé notamment sur la méthode de l'air. Vous mettez le titre de l'article, Dirk Tacheux, le nom de la revue, l'année, etc. Après, vous mettez le lien cliquable et après, vous mettez, il s'agit d'un article de recherche qui est étudié les propriétés de la méthode de l'air pour la barre et la okay. Et ça permet que pour vos camarades, ça soit utilisable parce que sinon, si c'est une liste à l'après-vert de 15 liens et de 15 items, bah, ils ne sauront pas ce qui est intéressant pour les autres. Ok. Est-ce qu'il y a des questions générales sur les sujets à ce stade ou sur les exposés? Vas-y. Les impacts sur les utilisateurs. Ouais. Les actifs, c'est le côté bilan comptable. Ça veut dire on peut regarder l'impact sur les actions plus utilisateurs, ce genre de choses, ou il faut que ce soit plus général. Oui, bah, le but, c'est de regarder l'impact du changement climatique sur l'actif des assureurs. Donc, effectivement, on va regarder les actions, les obligations, l'immobilier, etc. Tous ces risques-là, toutes ces catégories d'actifs. Quelle est la probabilité qu'ils soient échoués, c'est-à-dire que les gens ne veulent plus investir dedans? Quelle est la probabilité qu'ils se comportent différemment dans le futur, etc. Et également, parler effectivement de ce qui est envisagé en termes de comptabilité verte ou autre. Vous pouvez faire une ouverture là-dessus, mais ce n'est pas nécessairement le temps.
Ok, alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur les thèmes, on va maintenant avoir une phase dans laquelle on va former 24 groupes. Donc, là, je vais vous demander, ouais. On a quoi? Ben, ça, je vous ai dit que la présentation, je préciserai la durée exacte, mais c'est entre 15 et 20 minutes. Donc, à vous d'ajuster le nombre de slides, mais il vaut mieux pas parler en parlant super vite, parce qu'on a plein de choses à dire. Ça, on sait que ça ne marche pas. Et si en même temps vous délayez et que vous dites pas grand-chose, ça ne va pas. Donc, ça dépend comment vos slides sont faits. Comme d'habitude, pensez que vous avez peut-être un tableau de chiffres ou un graphique. C'est votre graphique, donc vous le comprenez parfaitement. Mais quand vous le présentez en classe entière à des gens dont ce n'est pas le sujet, il faut leur laisser le temps de s'approprier le graphique et ça prend du temps. Donc ça va limiter chaque graphique que vous allez montrer va nécessiter de passer un peu de temps à l'expliquer et pas seulement de le montrer, de dire ça c'est ça, et hop, on passe au truc d'après. Ok, donc on va maintenant former 24 groupes. Donc je vais vous demander physiquement de vous répartir par groupe de 3, pas plus d'un étudiant ou d'une étudiante du Vietnam par groupe, et de former ces 24 groupes. Tous les groupes qui sont des groupes de 3, vous pouvez déjà passer me voir. Donc, ici.